Isabelle Job-Basile, bonjour. Bonjour Nicolas. Directrice des études économiques de Crédit Agricole SA et membre du Haut Conseil des finances publiques. Guillaume Dard, bonjour. Bonjour. Président de Montpensier Finance, société de gestion de conseil en investissement et vice-président de l'Association française de la gestion financière. Jérôme Dédillon, bonjour. Bonjour Nicolas. C'est vous le fouteux du jour, je m'y attendais pas. Associé de toutsurmesfinances.com, président de Mon Partenaire Patrimoine, qui est du conseil en gestion de patrimoine pour tous. Le rapport, trois chiffres sur le rapport Querey et trois tendances et je vous laisse réagir. 206 milliards d'euros mobilisés depuis un an. C'est 9% du PIB, y compris les PGE, qui sont des garanties, qui ne sont pas de l'argent décaissé. 2 milliards 800 millions d'heures payées par l'État au titre du chômage partiel. 3 700 000 entreprises aidées par un des dispositifs mis en place. Et le rapport Querey nous dit les taux d'intérêt des PGE en France, c'est les plus bas qu'on ait observés. Il nous dit que les plafonds d'activité partielle à 4 600 € versés à l'entreprise sous forme d'allocation sont les plus élevés et que l'accès au fonds de solidarité a été considérablement dopé au moment de la deuxième vague. Qui a envie de me donner son avis sur les conclusions? Guillaume Dard, allez-y. Globalement, le rapport Querey que je n'ai pas lu en entier, parce que vous avez dit il est très épais, mais j'en ai lu le résumé. Il y a 25 pages de synthèse assez bien faites. Je crois qu'il correspond tout à fait au sentiment global qu'on a. C'est-à-dire que l'État a pris cette décision, comme la plupart des États du monde d'ailleurs, de fermer l'activité économique et que donc il n'était pas coupable, mais il avait une responsabilité qui était claire et il fallait qu'il assume cette responsabilité. Donc globalement, il l'a assumé de différentes façons. Je crois que les PGE... Alors, il n'y a pas que l'État qui a été bon dans les PGE. Les banques ont été très, très réactives. C'était aussi dans leur intérêt, parce que si elles ne mettaient pas en place les PGE, elles se retrouvaient elles-mêmes avec des impayés. Donc, c'était une façon de faire continuer que le système tienne sur la durée. Et je crois que Jérôme a une bonne anecdote à ce sujet. Mais, deuxièmement, le chômage partiel, c'était aussi une bonne mesure. Bon. Est-ce qu'il y a eu des effets d'aubaine? Peut-être, mais ce que dit le rapport Querey, c'est que finalement, ils sont très à la marge. Ouais. Et que deuxièmement, ça a permis quand même, on aurait eu peut-être 8% des entreprises qui seraient tombées au tapis, et on n'en a eu que 3, et que donc c'était bien, que ça n'a pas trop aidé à financer les entreprises zombies, et que donc c'était bien. Enfin, globalement, ce dispositif est assez bien. Alors après, au cas par cas, naturellement, les gens qui vivent la vraie vie sont pas toujours heureux. Vous nous disiez, Nicolas, que vous aviez reçu des tweets. Des coordonnées de témoignages. Mais et à l'inverse, certains restaurateurs se retrouvaient dans un équilibre qui correspondait. Un tout petit restaurateur, peut-être qu'il avait pu se retrouver à peu près dans la même situation avec les aides que s'il avait ouvert. Mais en même temps, un restaurateur, il est là pour accueillir des clients et donc il ne devait pas être heureux. Donc il ne faut pas faire croire qu'il y a eu des gens qui soient heureux d'être aidés. Et de l'autre, vous avez des entreprises qui étaient dans une situation un peu intermédiaire, c'est-à-dire pas éligibles. C'est-à-dire que pour avoir la subvention en plus, il fallait perdre 50% de son chiffre d'affaires. Mais si vous êtes à 51% de votre chiffre d'affaires, vous n'êtes pas non plus dans une situation terrible. Et vous souffrez. Donc, bien sûr, ce plan n'était pas satisfaisant pour tout le monde. Globalement, on peut être souvent critique avec les dispositifs de l'action gouvernementale en général, pas ce gouvernement en particulier. Ce coup-là, on s'en est pas mal tiré. Alors effectivement, on a eu plein de témoignages de ceux qui disaient j'ai 1 mois et demi de retard dans les indemnités chômage partiel, ce qui fait que les salaires de fin de mois, là, je pourrais pas les payer. Pourquoi j'étais pas éligible au PGE? Pourquoi ma banque avait des exigences qui n'étaient pas a priori les exigences qui devaient accompagner ces PGE? Et il y a eu plein de témoignages tout à fait sincères de gens qui vivaient dans leur chair la destruction de leur boîte et l'incompréhension de ne pas se retrouver parfaitement éligible à tous les dispositifs. Ça doit être très difficile. Et donc là, s'ils nous écoutent en disant que globalement Benoît Querey met 14 sur 20, c'est moi qui dis ça, ils ont envie de casser leur poste de télé ou leur télé ou leur radio. Je les comprends. Isabelle Job-Basile. Non, mais si on regarde du point de vue macroéconomique, il faut bien voir quel était l'objectif de l'ensemble de ces mesures. Il s'agissait de protéger l'emploi et les revenus avec le chômage partiel. C'était de préserver le tissu productif au travers des fonds de solidarité, des mesures de liquidité, que ce soit report de charges fiscales et sociales et les PGE. Et le but, c'était de préserver le plus intact possible l'économie pour lui faire enjamber la crise et permettre un redémarrage rapide de l'activité. Pour l'instant, ça a fonctionné. Et voilà, objectivement, alors c'est vrai qu'au cas par cas, bien évidemment, il y a probablement des trous dans la raquette, etc. Mais si on regarde objectivement, jusqu'à présent, ces opérations de portage, elles ont très bien fonctionné. Alors, une anecdote, hier, il y avait, sur une chaîne concurrente, le responsable des commerces de la place Victor Hugo à Toulouse.
visiblement grosse boutique de prêt-à-porter. Le gars racontait à quel point les sommes reçues par l'État étaient ridicules par rapport aux pertes qu'il encaissait. Le prêt-à-porter, c'est probablement le secteur qui et il racontait le cas de commerçants qui commençaient à vendre leur patrimoine pour ne pas aller au tapis. Et c'est vrai qu'ils ont un petit peu de mal à entendre le rapport qu'on leur soumet aujourd'hui. Parce qu'ils regardent ça de leur fenêtre. Après, il faudra vraiment faire un bilan une fois qu'on aura retiré justement ces différentes. Non, mais le commerce non essentiel de centre-ville est probablement celui qui a le plus souffert. Et déjà, cette expression non essentielle, elle a été très malheureuse. Oui, Jérôme Dédéan, par rapport à tout ça, là. En fait, les 206 milliards sur un an, là, qui ont été PGE compris, PGE compris. PGE, les 4 principaux dispositifs, PGE, chômage partiel, fonds de solidarité et exonération, enfin report d'échange social. Report. Pas pour tous, pas pour tous les exonérations. En fait, c'est évidemment ce qu'on attendait, et je partage le point de vue qu'au global, ça a été extraordinairement positif. Je voudrais dire 2 choses. La première chose, c'est que quand même, en pourcentage du PIB, c'est moins que ce qu'ont fait l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis pour leurs entreprises, par exemple, en pourcentage du PIB. Donc l'OFCE l'a très bien on a l'impression que le système français était particulièrement généreux. Il l'a été, il a été généreux, on ne peut pas le dire, avec nos entreprises. Mais il n'a pas été plus généreux, il a plutôt été moins généreux que ces 3 pays que je viens de citer, qui ont fait plus pour leurs entreprises en pourcentage du PIB. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, la marée n'est pas encore retirée. Et c'est quand la marée se retirera qu'on va compter les cadavres qui vont rester, parce qu'il y a eu effectivement extraordinaire efficacité pour éviter de gripper les défauts de paiement en chaîne et l'arrêt des revenus des ménages les plus vulnérables. C'est exactement à ça que ça a servi, toutes ces mesures, et ça a très très bien réussi. Et en fait, les situations sont maintenant à regarder de façon très très différenciée. Je vais vous donner une anecdote très concrète et positive. Ma boîte de confiture artisanale très haut de gamme, la Cour d'Orgère dans le Morbihan. Le 11 mai, la boîte était cuite. Au moment où ça déconfine, on a 500 000 € de retard de chiffre d'affaires sur un prévisionnel de 2,5 millions. La boîte est morte. On lève en 15 jours, avec une réactivité extraordinaire des banques, de la BPI, etc., 550 000 € de PGE et de prêts complémentaires. On s'apprête à les rembourser dans quelques jours, là. Avant fin avril, on les aura remboursés, parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'avec cet argent, on a eu confiance et on a pu repartir à l'attaque, on a refait notre site internet, on a fait du click and collect, on a matraqué en communication, on a profité du fait que les gens étaient chez eux pour qu'ils achètent des confitures haut de gamme, commande sur internet, livraison, etc. On a rouvert les boutiques dès qu'on pouvait, mais de façon intermittente pour tenir compte du trafic au plus fin, etc. Et donc on a fait, et plus les vacances en France, la très belle saison et une fin d'année exceptionnelle, la boîte a fait une année extraordinaire dans le contexte. Voilà. Et un début d'année 2021 très bon. Du coup, on peut rembourser ce PGE parce qu'on préfère qu'il aille profiter à d'autres. C'est en plus un signal positif qu'on envoie aux banques. Et donc pour nous, ça a très bien marché. Mais ça a très bien marché parce qu'on était en zone touristique, essentiellement pour nos boutiques, parce qu'on est un commerce alimentaire. On ne peut pas dire qu'on est essentiel, mais on a eu le droit de rester ouvert ou d'ouvrir quand on voulait, ce qui est évidemment un gros avantage par rapport aux commerces classés non essentiels, qui ont été obligés de fermer par décision administrative. Et si on compare ça avec un hôtelier ou un restaurateur, et qui a toujours ses coûts fixes qui courent, et qui ne sont pas compensés par les aides de l'État, et qui creusent ses pertes, on a effectivement une situation plutôt positive, alors qu'il y a des situations dramatiques. Et donc c'est quand la vague va se retirer qu'on va compter qui, microéconomiquement, parce que là il va falloir regarder chaque entreprise, a vraiment réussi à être sauvée par ces dispositifs ou au contraire pas. C'est clair, la confiture, c'est essentiel, mais effectivement, dans l'hôtellerie, par exemple, si on regarde les mécanismes des crédits baux, qui peuvent être à des taux assez élevés, il n'y a pas de mécanisme qui vous fasse baisser le taux, et le crédit bail, il court comptablement, même s'il y a un décalage. Et donc, pour l'hôtellerie, par exemple, c'est un domaine dans lequel même la BPI n'a pas fait grand-chose. Et sur, moi, je trouve, il faut toujours faire attention quand on fait des comparaisons, notamment quand on se compare par rapport au Royaume-Uni ou aux États-Unis. On n'a pas du tout le même système de protection sociale qui était déjà généreux avant la crise et qui a joué son effet amortisseur pendant la crise, au-delà aussi des aides qui ont été consenties. Par rapport au Royaume-Uni ou aux États-Unis, où quelque part, ils ont été réinventés dans l'urgence, ce système de protection sociale. Alors, bien évidemment, ça s'est appelé des chèques au ménage. Voilà, ça s'est appelé des chèques. D'ailleurs, si on calculait le chiffre, si on dit, nous, on dépense d'habitude 55% de dépenses publiques par rapport au PIB. On a donné combien? Alors évidemment, le PGE, c'est pas une dépense, mais enfin, on a dû monter quoi? On est à 60%? Oui, plus que ça, 2 tiers. Voilà. On est au-delà de 60. On est au-delà, on serait à 60. Enfin, imaginons qu'on soit à 66, 67%. J'avais plutôt un peu moins de 65 en tête, mais bon. Imaginons qu'on soit à 65. Donc, effectivement, les Américains, ils sont à 38.
Même moins. Ouais, 35. Ouais, 35. Donc même s'ils ont donné 12 de plus, ils sont encore qu'à 45. Donc en fait, on a moins donné, mais on donne plus. Oui, mais alors, faut bien on a voir, moins donné marginalement, et au total, on donne plus. Par exemple, sur le chômage partiel, eux, ils ont fait un choix totalement différent. Ils ont laissé le marché s'ajuster. On a eu quand même 20 millions d'emplois détruits au moment de la crise. On en a recréé, parce que c'est une économie flexible, on en a recréé plus de la moitié. Mais ils ont été obligés de bonifier les indemnités chômage pour compenser. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux au fond? En tout cas, en termes, on verra bien, hein, la suite de l'histoire nous le dira, mais en tout cas, si on regarde en termes de taux de chômage, nous, on n'a pris qu'un point de taux de chômage, on a quand même préservé à ce stade. Si on avait rajouté le chômage partiel. Voilà, on a préservé quand même les emplois dans les entreprises, on a préservé le capital humain dans les entreprises. L'ajustement s'est fait par les heures travaillées, on est encore très en deçà des heures travaillées par rapport à la normale, mais enfin voilà, c'est des choix qui peuvent être binaires et on verra. La suite de l'histoire nous dira. 2 milliards 800 millions d'heures payées par l'État quand même. Oui, sur l'histoire des comparaisons, l'OFCE a fait quand même un job très intéressant en comparant pas justement avec la Grande-Bretagne ou les États-Unis, mais l'Allemagne. Oui, et il est vrai qu'en termes de soutien direct aux entreprises affectées par la pandémie, les Allemands sont allés beaucoup plus loin que nous. Et alors je n'ai plus exactement les chiffres que nous a déjà délivré Éric Heyer à plusieurs reprises, mais le reste à charge finalement de l'entreprise France par rapport à ce que l'État a pris en charge, il est quand même très loin d'être négligeable. Alors que les ménages ont été complètement épargnés. Oui, non, mais c'est ça, c'est qu'il faut comparer aussi par rapport aux ménages. C'est bien d'avoir fait des économies avant la crise, hein, parce qu'au fond, les Allemands, ils dépensent 12% de moins que nous, et donc quand il pleut, ont des marges de manœuvre. Ils ont des parapluies. C'est pour ça qu'on va revoir les critères de Maastricht, Guillaume Dard. Je voudrais rajouter, quand je disais qu'on n'a pas encore compté les cadavres quand la mer se retirera, que la situation financière des entreprises françaises préalable à la crise est bien moins favorable que celle des entreprises allemandes, par exemple. On a des bilans qui sont dégradés, les effets intégration du CICE en baisse de charges et baisse des impôts de production n'ont pas encore donné leurs pleins effets avant que la crise nous frappe. Et donc, nos entreprises rentrent dans la crise plus fragiles que les entreprises de pays comparables. Et donc, quand la marée va se retirer, qu'il faudra rembourser ces aides, on va retrouver ces fragilités de départ et peut-être que ça va nous donner un chômage structurel plus important ou une remontée, enfin un chômage qu'on aura du mal à faire baisser. Et ce qui va être un moment clé de la rapidité, enfin savoir si cette marée sera d'équinoxe ou pas, c'est le jour où les URSSAF arrêtent de faire pause. Parce que quand même ça n'est pas dans le rapport Querey, mais l'un des grands éléments qui a considérablement calmé le jeu en 2020, c'est que les URSSAF foutaient la paix aux entreprises et qu'elles sont responsables d'une faillite sur 4 avec les mises en demeure et autres. Donc... Non, mais c'est pour ça que dans les annulations de dettes... Alors justement, allons-y sur cette voilà, histoire. Moi je suis pas pour qu'on annule une dette, et notamment les PGE, même au cas par cas. On dit toujours, et on le dit ici, que la dette doit être remboursée, etc. En revanche, se pose la question, effectivement, des créances fiscales, enfin des reports de charges fiscales et sociales qui pourraient se transformer en exonération, je pense, en ciblant notamment les secteurs qui ont été fermés administrativement pendant longtemps. C'est pas facile à négocier avec l'Europe. Hein. Voilà, après, c'est une quasi-annulation de dette pour Air France qu'on vient de faire. Sur l'histoire des annulations de dette au cas par cas, comment vous avez accueilli cette annonce politique? Je crois qu'Isabelle a bien lancé le sujet et que Nicolas Montrou et la contrainte. Jérôme Montrou et la contrainte. C'est, je pense, le sujet. On a effectivement des charges sociales très très importantes et les secteurs qui sont très touchés sont souvent des secteurs à main-d'œuvre importante. Tout à fait. Avec, et souvent, vous avez un de vos invités, je ne sais plus qui il est, mais qui a une entreprise où il y a énormément c'est de l'aide à domicile. Ah, c'est WeCare, oui. Voilà. WeCare, Guillaume Richard. Voilà. Service à la personne. Et dont il explique assez bien à chaque fois qu'il vit dans un univers où il y a très peu de marge. Et où au fond, il a beaucoup de personnel, très peu de marge, et on sent bien que dans ce domaine-là, ça se joue sur les charges sociales et patronales, dont on sait en plus, c'est un autre sujet, mais à quel point le salaire net des gens n'est pas suffisant en France, alors que le coût de l'emploi est très important, puisque une grande partie part dans ce coin fiscal et social. Et donc là, ce serait ça. Sans aller jusqu'à l'annulation de dette. Aux idées de Guillaume Pelletier. Mais on va en dire un peu, j'y pensais évidemment quand vous disiez ça. Lui, il vous augmente votre dette, vous allez voir. Mais sans aller jusque-là, je pense que sur les entreprises à main-d'œuvre qui ont souffert de la crise, là, oui. Et j'espère que l'Europe sera compréhensive parce que, en général, ça n'est pas dans la concurrence internationale. Si on parle de toutes les entreprises domestiques, de l'hôtellerie locale, par exemple, dans l'hôtellerie locale, dans la restauration locale, dans des entreprises à main-d'œuvre de services, je pense que ça doit être envisagé. Une annulation de dette, Jérôme Dédéan,
L'annonce politique de la semaine dernière, là. C'est toujours le sujet du discernement de à qui je remets sa dette ou pas, parce que c'est une machine à injustice. Voilà, qui exactement, on va créer des écarts et des injustices importantes, et en même temps, il faut bien le faire parce qu'il y a des entreprises qui sont opérationnellement viables, mais qui tombent ou qui vont tomber le jour où la marée se retire, où il faut rembourser, alors qu'elles sont économiquement viables. Et donc ces entreprises-là, il faut les aider. Mais les aider en annulant leurs dettes. Alors, je ne sais pas comment il faut les aider, mais en tout cas, ou alors il faut étaler, aménager, enfin, il faut tout imaginer. L'important, c'est le discernement sur est-ce que l'entreprise est opérationnellement viable ou pas. Et ça, faire le tri, ça va être, mais bon, ça va être éminemment non, mais sectoriellement, à qui vous le confiez, c'est vraiment très compliqué. vous faites porter une lourde responsabilité à celui qui doit faire le tri. On parle des banques peut-être, des experts comptables, des commissaires aux comptes, personne ne sait vraiment qui peut faire ce tri. Après, qui prend la décision? On parle des CODEFI, qui sont des comités départementaux déjà impliqués, mais avec des petits montants sur des toutes petites missions qui n'ont pas l'expérience. On n'est pas à l'échelle du tout. Et puis, si tu connais le préfet, tu vas faire boule. Non, mais on peut avoir un raisonnement sectoriel dont je viens de donner quelques. Moi, je pense qu'il faut des règles simples. Restauration, hôtellerie. Ce sera jamais parfait, mais il y a au moins. Il y a quand même des secteurs, bien sûr, il y a des secteurs, agences de voyage, voilà. Quand même, bon. Et c'est ce qui ressortait du rapport Querey, me semble-t-il, c'est que plus on complexifiait les règles, plus ça devenait en fait compliqué d'accéder à ces aides, etc. Donc il faut toujours des règles, même s'il y a des effets d'aubaine, je pense qu'il faut des règles assez simples. Et les effets d'aubaine ont été très faibles en fait. Mais les moribonds, ils n'ont pas demandé l'argent, les super bien portants, ils n'ont pas demandé l'argent. C'est ceux qui étaient vraiment... Il y aura des effets d'aubaine et il y aura des injustices flagrantes. Et le monde est injuste. Le monde économique est injuste. Mais il faut des règles simples. Il va falloir l'accepter. C'est horrible à dire pour ceux qui vont tomber, mais on n'a pas d'autre choix. Non, mais la France est un pays de tourisme. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on repart moins vite. On le voit par rapport à l'Allemagne. Je ne parle pas des États-Unis, mais par rapport à l'Allemagne, on voit notre retour. On est moins industriel. L'industrie s'en est tirée. Tout le secteur du tourisme au sens large. L'aéronautique. Regardez ce qui se passe dans les hôtels à Paris. C'est vide, complètement vide. Et ça, ce sont vraiment... alors que ce sont des métiers dans lesquels il y a de la dette, parce que généralement, les hôtels s'achètent avec un emprunt. Donc là, ce sont des secteurs qu'il faut aider à repartir, parce que c'est clé pour l'intérêt national. Et ce sont des grands percepteurs de TVA, de recettes fiscales. Donc, et c'est d'ailleurs ce qui est dit aussi dans le rapport Querey. Donc c'est l'intérêt de la France. Ce qui est dit aussi, il me semble-t-il, dans le rapport Querey, que la grande différence, enfin en tout cas on est un peu dans la moyenne, c'est le 14 sur 20, sauf pour la balance courante. Où effectivement, du fait de notre spécialisation sectorielle, tourisme, donc il faut aider le tourisme au sens large, l'aéronautique, etc., on a un déficit qui a plutôt tendance à se creuser. Il y a 3 points noirs, endettement des entreprises plus élevé qu'ailleurs, taux de marge plus faible qu'ailleurs. Alors là, moi, l'endettement des entreprises, mais ils n'arrivent pas à un endettement net. D'abord, il faut regarder l'endettement net de cash. Je crois que c'est la Banque de France qui a essayé de le faire récemment en nous rassurant. Mais donc ça rassure. Aujourd'hui, si vous regardez l'évolution des PGE et l'évolution des dépôts à vue des entreprises au niveau des banques, enfin voilà, ça se fait un peu en parallèle. Donc il y a quand même, ces PGE sont venus pour une grande partie garnir les dépôts à vue des entreprises, si bien qu'au niveau macroéconomique, il n'y a pas de problème de trésorerie. Bien évidemment, il y a une très forte hétérogénéité sectorielle. Et ça, on est très clair, on en a déjà parlé. Mais sur l'endettement global des entreprises, non seulement il faut faire du net, mais il faut regarder aussi la situation des grandes entreprises et des petites entreprises. Finalement, si vous regardez au niveau des PME, alors avant la crise, on avait un niveau d'endettement des PME qui était plutôt stabilisé, voire on avait une légère inflexion. Alors bien évidemment, on va avoir une inflexion dans l'autre sens, mais on n'avait pas l'impression qu'il y avait eu une gabégie au niveau de l'endettement des petites entreprises. En revanche, ce sont les grandes entreprises qui ont un endettement qui s'était un peu emballé ces dernières années, dont les grandes entreprises publiques et aussi les grandes entreprises qui sont à l'international, qui ont des sièges en France, qui contractent de la dette en France, mais pour leurs activités au niveau global. Donc on rapporte leur dette à une valeur ajoutée qui est produite localement, alors que même ils ont une dimension internationale. Donc je dis qu'il faut quand même relativiser ce constat de soi-disant surendettement des entreprises. Ça c'est extrêmement intéressant. Et effectivement, ça éclaire mieux les chiffres globaux. Et merci à Isabelle. Mais ce qui est intéressant, quand même, de l'autre côté, c'est de savoir que sur le Mittelstand, enfin les entreprises moyennes, on sait
que pour les raisons de fiscalité française, il y a beaucoup moins de fonds propres dans les entreprises moyennes et qu'il y a un recours à la dette, puisque les entreprises françaises, finalement, elles sont obligées souvent de passer par des LBO, il y a de la dette, et donc on retombe sur nos problèmes français. Alors, vous évoquiez la complexité. C'est vrai qu'à la fois le rapport Querey salue la version 2 du Fonds de solidarité, qui commençait à comprendre que les coûts fixes étaient importants, mais regrette l'extraordinaire complexité. Parce que souvenez-vous, fonction de moins 20% de chiffre d'affaires. Je suis à tant de salariés. Alors ça commence. Et moi, je voudrais il faut qu'on marque une pause. La médaille de la crise aux experts comptables. Ils ont été, et ils sont toujours incroyables depuis un an. Ils comptent pas leurs heures, leurs nuits. Dieu sait si j'en connais dans cette profession. Et ils font le ménage dans ce maquis, cette complexité pour toutes les TPE et PME françaises. Ils font un boulot incroyable. J'espère qu'on réussira à valoriser ce travail. On marque une pause. Alors, quand la marée se retirera, faudra-t-il réécrire complètement la feuille de route budgétaire des pays de la zone euro? Là, c'est une bonne question politico-économique qui est très très loin de l'hétérogénéité de la crise que nous vivons. Puis on jettera un coup d'œil sur la taxonomie de Bruxelles en matière de labellisation des futurs investissements verts. Ça a l'air de rien, mais c'est essentiel. Et tout le monde dit « Ah, transition écologique !» Oui, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Voilà. C'est quand même là où ça devient vraiment passionnant. À tout de suite.